Mesdames, Messieurs, bonjour. Sébastien Saint-Pierre avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans cette quotidienne de la vie agricole. Je vous présente M. Yannick Patelli ainsi que M. Michel Saint-Pierre à l'animation de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour Sébastien, bonjour Michel. Bonjour Sébastien, bonjour Yannick. Et nous avons en entrevue à distance actuellement par Zoom Simon-Pierre Savard-Tremblay que certains dans la vie agricole connaissent bien. Simon-Pierre Savard-Tremblay, on l'a connu surtout comme auteur, nous, à la vie agricole, au début, il y a déjà quelques années, au début de notre studio téléweb d'ailleurs. On a d'ailleurs en référence, vous avez sur notre site, quelques chroniques intéressantes. On en regardait une tout à l'heure avec Michel avant l'entrevue sur le système qui craque lors de la sortie de ton livre, Simon-Pierre, Despotisme sans frontières. Il y a encore quelques petites leçons anti-libérales, on va dire, qui sont encore en réserve sur notre site, en fait, et on en reparlera tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on te reçoit, en fait, pour d'abord parler de ta nouvelle vie, parce que nous, on t'a connu comme auteur, participant à certaines de nos émissions, de notre chronique et de nos capsules. Après, on t'a vu partir en carrière politique, et finalement, ça fait la deuxième élection, en fait, que tu gagnes, en fait, comme député de Saint-Hyacinthe. Donc on va pouvoir parler d'agriculture parce que Saint-Hyacinthe c'est un peu la Mecque de l'agriculture au Québec. Mais avant de parler de Saint-Hyacinthe, peut-être du SIAC, puisque Michel a un parcours au SIAC également et un parcours au MAPAC, j'aimerais ça qu'on parle vraiment du sujet pour lequel tu es là avant tout aujourd'hui, qui est en fait de sauver la gestion de l'œuf une fois de plus, la fameuse loi, projet de loi C216, si je ne me trompe pas. Moi je me rappelle en fait qu'au cours des dernières années, tu es souvent revenu dans les médias pour dire qu'il faut sauver le système de gestion de l'œuf. Puis moi, j'avais comme compris que tout le monde était pour sauver le système de gestion de l'œuf, parce que même les libéraux ont fait comme des sorties dans ce sens. Madame Bibeau, quand on la voit, elle nous dit que c'est fini les coupures. Mais là, on dirait que ce que je vois dans l'actualité, c'est comme si tu nous passais des messages qu'il y en a qui bloquent encore. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, c'était, pour préciser, c'était C216 dans le mandat précédent, donc dans la législature précédente. Comme on était parvenu à ce moment-là à la faire adopter en comité, qui est le comité où je siège, parce qu'à titre de porte-parole du Bloc québécois en commerce international, je siège au comité permanent du commerce international. Donc, après le comité, il reste le Sénat et il reste le retour final en Chambre. On était rendu à l'étape de l'après-adoption en comité. Et là, les libéraux avaient déclenché les élections, donc tout document qui est en attente se retrouve nul et non avenu, c'est-à-dire qu'il faut repartir à zéro, il faut repartir l'ensemble des étapes. Donc là, ce qui s'appelait le C216 dans l'ancien Parlement s'appelle maintenant le C282. C'est pareil, c'est identique, c'est à la virgule près. Alors nous, on est parti du constat que tout le monde était favorable à la gestion de l'offre, certes, mais qu'il y avait malheureusement plus de croyants que de pratiquants. C'est-à-dire que il fallait maintenant que, même si on avait fait adopter plusieurs motions unanimes en Chambre, que malgré tout, il y a eu des cracks dans le système. Malgré tout, dans le cas de 3 accords commerciaux, Ottawa ouvrait des brèches. On est rendu à plusieurs pourcentages qui ont été cédés, qui ont été sacrifiés. Et le modèle agricole, donc, qui se doit d'être protégé dans son intégralité, ne l'a pas été. Donc là, on a voulu amener ce projet de loi-là qui est de dire que les engagements verbaux ne suffisent plus et qu'il faut maintenant que la gestion de l'offre soit protégée par force de loi. C'est un projet de loi qui est très simple. Il y a un article dedans, c'est très court. C'est qu'on ajoute au ministère, à la loi sur le ministère des Affaires étrangères, on ajoute une ligne qui mentionne qu'un ministre qui négocie un accord ne peut pas mettre en danger le modèle agricole. Il y a déjà des conditions, par exemple, dans cette loi-là, un ministre qui négocie un accord ne peut pas violer les droits humains, par exemple. C'est écrit dans la loi. Donc là, on ajouterait « ne peut pas violer le modèle agricole ». C'est fort simple. C'est très simple et une loi va quand même aller toujours beaucoup plus loin qu'un engagement verbal. Il va s'en dire. Donc, c'est l'idée de cette loi-là. Or, cette fois-ci, on a même eu encore plus de députés que dans l'ancien Parlement qui ont voté en faveur en ce qu'on appelle la deuxième lecture. Ça veut dire on est d'accord avec le principe. Maintenant, on va aller l'étudier en comité de plus près. Mais malgré l'appui plus grand, parce que c'était surtout le Parti conservateur qui avait été massivement contre au cours du dernier Parlement, là, ils étaient plutôt en majorité pour, mais malgré ça, ils pratiquent ce qu'on appelle communément le filibustering. Alors ça, c'est un terme en bon français qui veut dire que vous avez le droit de lire le bottin téléphonique pour retarder l'adoption d'une loi. En Chambre, on peut imposer le vote, c'est-à-dire qu'on peut décider qu'on appelle le vote. En comité, c'est impossible. Donc, rien n'interdit
de lire, de parler, puis d'utiliser son tour de parole pendant toute la séance, ce qu'ils ont fait. À la réunion où on devait adopter le projet de loi, ils ont tout simplement, les députés conservateurs ont tout simplement parlé tout le long. Mais ça se traduit par quoi? Comme tu dis, parler tout le long, ils lisent quand même pas le bulletin téléphonique devant vous. C'est quoi les actions? Mais ils ont compilé des arguments contre le projet de loi, ils ont compilé des arguments à l'effet qu'il fallait recevoir davantage de témoins, etc., etc. Donc, on voyait qu'il en reste encore beaucoup. Il reste encore beaucoup de points dans ce qui devait être avancé. Rien ne les empêche de prolonger ça comme ça. Moi, je veux dénoncer fortement ce blocage-là. On a perdu notre temps, littéralement. Et puis, regardez, là, ils savaient qu'ils allaient perdre leur vote. Donc, le projet de loi allait passer. On allait avoir la majorité de votes dans le cadre de ce comité-là. C'est quand même très triste de voir que les conservateurs sacrifient comme ça, rient des agriculteurs comme ça, sacrifient leurs intérêts comme ça. Ils se disent favorables à la gestion de l'offre, ils se disent favorables à l'agriculture, mais font tout pour que ça ne soit pas adopté. Mais, à un moment donné, il y a un devoir de cohérence et j'espère quand même que les agriculteurs, les agricultrices vont le faire savoir aux élus conservateurs du Québec, vont faire savoir qu'ils n'acceptent pas ça comme procédé. Mais derrière le fait qu'ils disent on est favorable à la gestion de l'offre, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête pour pouvoir dire ça? Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette situation-là, du fait qu'il faut un filibuster pour retarder vitam aeternam, à peu près, s'il le pouvait, l'adoption du projet de loi-là? Il y a certainement quelqu'un qui a derrière, qu'on peut lire un peu derrière la tête, qu'est-ce qu'ils ont, là, parce que le fait de dire oui, de dire on est d'accord, ça achète la paix en principe avec le monde agricole. Mais la réalité est derrière ça. Derrière ça, il y a toute autre chose, là. C'est donc dire qu'ils ne sont pas véritablement favorables. Ben moi, j'ai l'impression que, regardez, ma boule de cristal vaut bien celle des autres, là, vaut bien la vôtre et vaut bien les autres, mais j'ai l'impression que le caucus doit être divisé, que les élus du Québec doivent être plutôt favorables, mais qu'il y en a d'autres dans l'Ouest canadien qui le sont pas mal moins, et que c'est cette éternelle division au sein du Parti conservateur qu'on a vu dans les dernières années. Pour le reste, que je ne me risquerai pas à tenter de savoir ce qui se passe dans la tête d'autres élus, surtout pas dans la tête de certains conservateurs. Ça leur appartient. Mais Simon Pierre, je dirais quand même qu'ils ont un devoir de cohérence maintenant. Mais le fait qu'il y ait comme tu dis, ces retards qui sont comme provoqués volontairement, la façon dont tu nous en parles, ça traduit peut-être quelque chose. Est-ce que c'est lié au fait que nous, quand on parle sur le terrain, évidemment, les producteurs de lait veulent tous évidemment sauver le système de gestion de l'offre parce que ce qui leur garantit des prix garantis en fait pour le prix de l'hectolitre. Mais on entend aussi des gens du milieu de la transformation laitière qui parfois sont un peu plus critiques par rapport au système de gestion de l'offre, puis toujours le même problème dont on a déjà parlé, Michel, ici à l'antenne, où on dit, oui, d'accord, il faut le prix moyen, ce qui est très bien, mais en fait, ça veut dire qu'il y a quand même des transformateurs qui s'achètent du lait à vraiment pas cher pour faire du fromage de commodité à 45 $ l'hectolitre, quand d'autres doivent le payer 95 et plus. Et ça, on sent qu'il y a comme un élastique qui s'étire toujours. On a même posé des questions à la commission canadienne du lait. On voit bien que l'élastique s'étire, puis on se demande des fois si l'élastique va pas péter. Est-ce que c'est l'influence de certains transformateurs qui disent non, on ne peut plus? Est-ce que c'est ça qui peut amener les conservateurs à dire on va jouer un autre jeu? Moi, j'ai l'impression que c'est davantage la pression de certains autres du milieu, peut-être davantage des productions concurrentes, parce que, à mon avis, c'est malheureusement une mécompréhension de la chose, mais il y a cette impression qu'en gardant la gestion de l'offre dans sa manche, en la gardant comme une carte dans son jeu, on peut le laisser miroiter d'éventuels autres gains pour d'autres productions. C'est l'exemple, par exemple, de l'entente avec l'Union européenne, où là, on disait on va sacrifier des bouts de gestion de l'offre, mais en échange, il va y avoir des accès pour le bœuf. Les accès pour le bœuf à l'Europe. Dans les faits, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça parce qu'il y a des barrières non tarifaires qui font que le bœuf n'a pas eu d'accès plus qu'il faut à l'Europe. Mais sur papier, ça pourrait sembler l'être. Donc, j'ai l'impression que c'est la carte qui a été jouée, c'est de nous faire croire que disent-ils se lier les mains. Moi, je suis pas d'accord avec cette expression-là, mais disent-ils se lier les mains, ça nous empêche de faire des gains dans d'autres productions. Or, les députés du Québec, où la gestion de l'offre est très importante, où elle est très importante au Québec, elle fait même partie de notre identité, si on peut dire, ils sont minoritaires au sein du Parti conservateur.
Donc, ça fait en sorte que le rapport de force n'est pas de leur côté. C'est comme ça que je l'expliquerai. Maintenant, concernant l'élastique qui pourrait éclater, j'ai l'impression qu'une brèche de plus serait trop. Là. On en est justement au stade où une brèche, puis précisons, il y a plusieurs aspects à la gestion de l'offre. Il n'y a pas de loi unique de la gestion de l'offre, il n'y a pas de définition unique, mais c'est un ensemble de piliers. Nous, notre projet de loi, il intervient uniquement sur le volet de l'accès des produits étrangers à notre marché. Donc, il intervient sur un aspect, sur un pilier de la gestion de l'offre, mais que quelques pourcentages de sacrifiés de plus et l'édifice s'écroule au complet. Ce qu'on entend de fait, ce que Yannick mentionnait, c'est surtout des mécontentements à l'égard de comment il est géré à l'intérieur, comment dans le fond le prix qui doit répondre à l'ensemble des producteurs et permet de bien gagner leur vie. Comment ce prix-là et ce revenu-là se répartit par la suite au niveau des coûts de production pour les transformateurs. Et c'est là qu'on entend. Donc, c'est pas véritablement, de la part des transformateurs, une position qui est anti-gestion de l'offre. Et c'est surtout comment on gère ça. Là. Ça vise beaucoup plus le côté plan conjoint que le côté principe général de la gestion de l'offre. C'est comme ça que je le vois. Et ce que mon Pierre mentionne concernant la division historique entre les producteurs de l'Ouest qui ont toujours regardé la gestion de l'offre avec un petit rictus au compte des genres. Ça, c'est l'Est. Ça a toujours été le Québec qui était leader. L'Ontario, généralement, embarque bien dans ce bateau-là, mais dès qu'on va à l'Ouest, particulièrement en Saskatchewan, c'est pas très, très populaire. Puis en Alberta, bien évidemment, c'est la question du bœuf là, qui était la... Mais parce que la production laitière du Canada se fait à 45-50% au Québec. Bien sûr, ça se fait à peu près autant qu'en Ontario. Il n'y a pas un écart si grand que ça. Là. Les deux provinces qui sont le bassin laitier, c'est Québec et Ontario. Là. Alors, ils se chicanent souvent sur des questions de gestion interne, mais jamais sur le principe de gestion de l'offre. Au niveau des discussions, donc on en est où donc la loi C216 est devenue la loi C280 292. C'est-à-dire que c'est pas la loi qui est devenue, le projet de loi. Une autre loi, mais qui est identique à l'ancienne mouture. Puis là, on en est où dans les discussions, le vote, la situation est où? On est en comité, c'est-à-dire que le comité, c'est ça. On a reçu nos témoins, on a reçu les groupes concernés, on a reçu des experts, on a reçu les hauts fonctionnaires qui sont venus commenter le projet de loi, comme c'est la coutume. Et là, normalement, au moment où on devait l'adopter, ce qu'on appelle l'article par article, mais bon, il y en a juste un, donc c'est un vote unique. Au moment où il est devenu le temps de l'adopter, c'est là que ça a été le long filibostage, comme on l'appelle, où les conservateurs ont tout simplement parlé pour retarder le processus. Alors qu'on aurait dû procéder à l'adoption, tout simplement. Parmi les autres députés, les autres partis, Parti libéral, NPD, ça se situe où dans la discussion? Le NPD est favorable et était favorable également il y a 2 ans dans l'ancienne mouture du projet de loi, qui est identique, je le répète. Du côté des libéraux, on sentait davantage il y a 2 ans qu'on était favorable, mais uniquement en sachant qu'il y aurait élection avant, donc ça ne serait pas adopté. On sentait que par les arguments qu'on avait entendus, par les discours qu'on avait entendus, qui étaient toujours des appels à la prudence, on sentait de toute façon qu'ils étaient les seuls à savoir la date de l'élection, ils étaient les seuls à avoir le pouvoir de déclencher. Donc, on sentait que c'était tout simplement pour faire mal paraître les conservateurs et paraître comme étant des défenseurs du projet de loi, défenseurs de la gestion de l'offre. Là, cette fois-ci, on les sent beaucoup plus favorables, beaucoup plus sincères de ce côté-là. On a un engagement à ce que ça aille vite aussi. On a eu un engagement à leur collaboration jusqu'à la fin, à ce qu'ils appuient le projet de loi jusqu'à la dernière étape. Donc, puis ça paraît aussi jusqu'à maintenant, la collaboration est bien meilleure qu'il y a 2 ans là-dessus. Alors, Simon-Pierre, on va aller à une courte pause et on revient tout de suite après. Certainement. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme.
Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca. Et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Alors, bon retour dans la quotidienne. Nous sommes aujourd'hui avec le député de Saint-Hyacinthe, Simon-Pierre Savard-Tremblay, avec Michel Saint-Pierre, bien sûr, comme co-animation. Simon-Pierre, on parlait évidemment de la gestion de l'offre du fameux projet de loi C-292, l'ancien C-216, qui permettrait de sauver le système de gestion de l'offre. Et tu nous expliquais dans la première partie qu'effectivement, il y a un blocage au niveau des conservateurs dans les discussions que vous avez actuellement. Vous avez également entendu les hauts fonctionnaires. Quelle est l'attitude des hauts fonctionnaires fédéraux par rapport à ce projet de loi? Qu'est-ce qu'ils disent, en fait, quand ils vous parlent? Les hauts fonctionnaires qu'on a reçus nous ont dit que c'était applicable, que c'était fonctionnel. Le ton était plutôt positif. Moi, il y a un certain moment où ils m'ont quand même fait bondir en disant que même avant le projet de loi, qui est toujours pas en place, et bien entendu, que même s'il y avait eu des parts qui avaient été sacrifiées, des parts du système de gestion de l'offre qui avaient été sacrifiées, le système demeurait conservé dans son intégrité. Donc, moi, j'ai cherché la définition du mot intégrité dans le petit Robert et je l'aurais lu. Et qui dit intégrité dit la totalité. Donc, techniquement, il aurait fallu qu'il y ait des brèches de 0% pour parler de conserver dans son intégrité. Et je leur ai demandé à plusieurs reprises à combien de pourcents on considère que l'intégrité n'est pas conservée. Et puis ça, j'ai pas réussi à avoir de réponse. J'ai pas réussi à avoir de réponse chiffrée, là, de seuil précis, de chiffres précis, de nombres précis. Mais regardez, à un moment donné, c'est comme avec le gouvernement, quand on n'a pas de réponse, on passe à un autre appel. Mais néanmoins, dans l'ensemble, on nous a dit que c'était adoptable, là, qu'il n'y avait pas d'achat de... Ça n'achoppait pas nulle part. Là. C'est ça qui compte. Alors, Simon-Pierre, tu es connu quand même comme auteur, en fait, pour avoir été un batailleur des positions libérales à travers le monde. Tu n'es pas le grand défenseur du libre-échange, ça on l'avait compris depuis longtemps quand on te lit. D'ailleurs, en 2020, moi j'ai retrouvé un texte de chez nous, où le Bloc québécois, c'était le début où je pense que tu étais rentré en politique, exige des contingents d'importation pour les transformateurs laitiers également. Tu t'es battu, en fait, pour un certain équilibre dans le libre-échange. Mais maintenant que tu es au gouvernement fédéral, en tant que député, tu vois aussi en fait, le fonctionnement de la mondialisation qui a certes changé depuis la pandémie, mais il reste que les échanges dans le monde sont ce qu'ils sont, les ports sont ce qu'ils sont. Et en fait, est-ce que tu as un peu plus adopté la partie du libre-échange, en fait, parce que tu dis le Canada vit quand même du libre-échange, ou non? Tu es encore très, très défenseur de ta position antilibérale, on va dire? Ben attention, moi ce que je disais à l'époque, puis d'ailleurs libéral, moi je me reconnais en partie comme un libéral classique, c'est le néolibéralisme qui me pose beaucoup plus de problèmes. Mais le libre-échange, j'ai toujours dit, puis je le disais à l'époque aussi, que ça avait apporté beaucoup de bonnes choses. J'ai voté moi-même depuis que je suis député pour des accords commerciaux, en faveur de certains accords commerciaux. J'adhère à la position du mouvement indépendantiste qui, depuis les années 80, avait été un pionnier de l'appui au libre-échange pour l'unique raison qu'il fallait sortir du cadre canadien. Puis maintenant, les PME font affaire aux États-Unis. On exporte massivement vers les États-Unis. On dépend de nos exportations. On fait beaucoup plus affaire avec les États-Unis. On fait beaucoup plus partie du marché nord-américain qu'on fait partie du marché canadien.
Donc ça, là-dessus, c'est quelque chose que j'ai toujours salué. Là où j'avais des problèmes, et j'en ai encore, c'est quand un accord devient une excuse pour une restriction de souveraineté nationale au profit de la souveraineté des multinationales. Puis ça, je vais toujours m'opposer à ce type d'accord-là, ou à ceux et celles, ou aux accords qui vont mener à la marchandisation de la totalité des aspects de la vie. Ça aussi, c'est un problème. Mais ça semble plutôt être en perte de vitesse. Avec la COVID, il y a une chute. Il y a un rééquilibre naturel. Des accords commerciaux. Est-ce qu'on peut parler d'un rééquilibre naturel qui s'est comme placé depuis 2020, finalement? C'était un peu la question que j'allais poser. Est-ce que la COVID, est-ce qu'on a pu vivre comme... comment dire, crainte d'avoir, la chaîne d'approvisionnement rompue. Elle a été retardée à certains moments, mais elle n'a jamais été rompue. Mais il reste que cette crainte-là qu'on l'a eue dès le premier jour et dans nos premières émissions, c'était un thème qui était central. On parlait de circuits courts qui pourraient remplacer justement ces longues chaînes. On parlait du risque de dépendance d'autres et certains pays, ils sont encore davantage que nous, là, je pense notamment au Japon, là. Mais il y a une sorte de pensée là, qui a évolué à cette période-là, au cours de l'achat. Oui, puis on se rappelle même le premier ministre du Québec qui avait parlé de démondialisation au début de la première vague de COVID, là, lors du premier confinement. Puis ça a été une leçon. Ça a été une leçon parce que, on se rappelle, au début, on n'avait rien. On n'avait pas de quoi fabriquer les vaccins. On n'avait pas d'industrie pharmaceutique digne de ce nom. On n'avait pas d'institut de recherche digne de ce nom. On a constaté qu'on n'avait pas de matériel médical non plus. Il a fallu qu'on l'achète à la Chine, qui était le pays responsable de cette pandémie mondiale-là. Et même, on se souvient même que les plus zélés se sont jetés sur les derniers rouleaux de papier de toilette de crainte d'être en pénurie absolue suite à une nouvelle en Australie. On n'avait pas donc de masques, on n'avait pas de Purell. Il y avait une pénurie de Purell, aussi de gel hydroalcoolique. Ah oui, donc, en tout point, on a constaté que oui, il faut faire des échanges, oui, il faut faire du commerce, oui, il faut être en concurrence avec les autres, mais autant que possible, si on peut être autonome dans la mesure du possible, c'est toujours un bien en soi. C'est toujours souhaitable en soi. Et j'espère qu'il y a eu un certain réveil là-dedans, parce que, pour revenir aussi à la question précédente, moi, j'ai toujours été favorable au commerce, à l'ouverture au commerce, mais il faut s'y préparer comme il se doit, c'est-à-dire ne pas être dans une espèce de foi doucereuse, une espèce de foi naïve que le commerce va tout faire par lui-même. Si on y va, il faut avoir des instruments, il faut être prêt à affronter cette tempête-là. Et ça vient avec des leviers collectifs. Au Québec, on a la chance d'avoir la Caisse de dépôt et placement, d'avoir Hydro-Québec, d'avoir Investissement Québec, jadis la Société générale de financement qui maintenant a été avalée par Investissement Québec. Donc, il faut des institutions pour se préparer à faire cette guerre économique-là à l'échelle mondiale. Mais est-ce qu'il y a eu un grand vent pour l'autosuffisance alimentaire et le contrôle de nos affaires, on va dire, pendant la pandémie? Est-ce que ça porte quand même tendance un petit peu à s'estomper parce que le naturel revient toujours au galop, et est-ce qu'on ne va pas se retrouver finalement dans 4-5 ans, comme il y a eu des crises immobilières, comme il y a eu des crises financières, à finalement se dire, le monde étant ce qu'il est, on va revivre en fait les années 80-90 où c'est fini? Ce serait une grave erreur de s'asseoir sur nos lauriers. Là. C'est pas parce qu'on est sorti de cette crise-là qu'il peut pas y en avoir une autre. Là, on vit celle de l'inflation. Disons, vous parliez de retomber dans nos vieilles pantoufles. En fait, cette crise-là, elle nous a fait prendre conscience de l'importance de l'achat local, certes, mais en même temps, ce sont les multinationales du numérique qui en ont le plus profité. Parce qu'alors qu'on nous disait de rester chez soi, c'est évident que Netflix était notre meilleur ami. Alors qu'on nous disait d'éviter autant que possible les contacts humains, c'est davantage le dépanneur du coin et le restaurant du coin qui en écope que Amazon qui peut vous livrer ça directement sur votre portique. Donc, oui, il y a eu prise de conscience, mais les multinationales du numérique sont sorties infiniment plus gagnantes que nos commerces locaux qui en ont arraché pendant cette crise-là. Donc, en espérant en apprendre les leçons, mais dès maintenant, il y a quand même une situation à inverser, là. Est-ce que dans la région de Saint-Hyacinthe, qui est, comme disait Yannick, la Mecque de l'agroalimentaire, c'est technopole à tout le moins, est-ce qu'on sent qu'il y a un vent quand même de diversification de l'agriculture? Parce que quand même, il faut dire, c'est aussi l'endroit où se faisait l'agriculture la plus
comment dire, la plus spécialisée en grande culture. Là, nous, dès ce moment-là, on a commencé à préconiser une certaine diversification de notre agriculture. Et à chaque fois qu'on rencontre des gens du milieu, on pose la question un peu, est-ce que vous êtes rendu là? Vous êtes rendu, par exemple, à produire davantage de blé de consommation humaine parce qu'on l'importe à peu près en totalité de la Saskatchewan. Il y a eu plein d'opportunités qui ont été manquées, par exemple, au niveau des oléagineux, pour lesquels on dit que, dans le fond, avec la consommation qui va être de moins en moins de protéines animales et plus de protéines végétales, on pourra produire davantage de tout ce qui s'appelle pois, fèves et autres légumineuses. Et ça, j'ai pas l'impression que ça bouge tant que ça, là, et je m'adresse aux députés de Saint-Hyacinthe, oui, en posant cette question-là. Avez-vous l'impression qu'il y a un changement qui s'opère? Ben, l'impression qu'il y a un changement. Parlez-vous d'un changement au niveau des mentalités ou des pratiques? Des pratiques. De la recherche, non, je pense vraiment des pratiques. Une certaine évolution vers un peu moins de monoculture et un petit peu plus de... par exemple, parce que c'est les meilleures terres du Québec qui sont là. On peut produire à peu près n'importe quoi. Là. J'étais à Montréal hier et vous êtes chanceux, vous n'avez pas de neige sur le sol à Saint-Hyacinthe. À Québec, je pourrais vous inviter, on est encore dans un univers blanc. Alors, ça c'est... Alors, donc, il y a d'immenses possibilités dans ces terres-là de produire davantage de choses qui sont destinées à la consommation humaine. Pourquoi on posait cette question-là? C'est que, en général, le maïs, grain et soya sont destinés à la consommation animale. C'était ça qui était un peu notre réflexion qu'on se faisait. On se disait, est-ce qu'il y a un vent d'une certaine diversification que vous sentez un peu, là? Ben, il y a, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un sens de l'innovation qui est extrêmement fort. Ça, c'est clair aussi. Vous parlez des grandes cultures, ces consommations humaines. Plusieurs sont destinées à l'exportation. C'est aussi des assez bons exportateurs, là, les producteurs de grains notamment. Là. Et moi, je sens effectivement la monoculture, j'imagine, comme dans n'importe quoi. Il y a des avantages et des désavantages, comme dans n'importe quoi. Mais moi, je sens à tout le moins qu'il y a des nouvelles générations qui prennent de plus en plus de place puis qui arrivent avec des nouvelles idées. Ça, c'est quelque chose quand même qui se sent dans ce milieu-là. On nous parle du problème éternel de la relève agricole, comme celui de la main-d'œuvre. C'est autre chose, mais celui de la relève à tout le moins. Et moi, je sens véritablement qu'il y a une jeune génération qui arrive et qui n'a pas peur de remettre en question les idées reçues. Là. Puis l'ITAQ, précisons-le, fait un travail exceptionnel là-dessus. C'est une institution qui n'est pas du tout conservatrice, là, qui n'est pas du tout fermée à observer des nouvelles pratiques, à les enseigner, à les discuter. Je suis très, très impressionné. D'ailleurs, je vais y être jeudi parce que c'est leur gala Méritas. Ça va me faire plaisir d'aller faire un tour là. Mais c'est une institution dont on peut être très, très, très fier. Il y a beaucoup de recherches, d'ailleurs, d'institutions qui forment, qui travaillent. Vous savez, il y a un quartier pas loin du parc industriel dans Saint-Hyacinthe. Il y a un quartier pas loin où vous pouvez trouver le cégep, vous pouvez trouver la faculté de médecine vétérinaire, l'ITAQ, le jardin Daniela Séguin. Donc, ces 4 institutions-là sont ensemble et ça fait une véritable petite grappe de recherche, d'activité et de formation de la relève. Oui, tout à fait. Non, c'est un peu de ça que je voulais parler, qu'on voit soulever cette chose-là. Il existe effectivement un vent nouveau, mais beaucoup chez la jeune génération qui n'a pas nécessairement les mêmes intérêts, même les mêmes valeurs à l'égard, par exemple, de la capitalisation du fonds de terre. C'est pas nécessairement ça. Leur but, c'est surtout de produire des choses pour répondre aux besoins d'une population plus locale. C'est un peu ça qu'on... Tout à fait. Mais ça va être tout le temps qu'il nous reste pour ce midi, Michel et Simon-Pierre. Ça fait déjà 29 minutes que nous sommes en ondes. On va recevoir Simon-Pierre à nouveau. C'est un ami. D'ailleurs, on a un péché mignon avec Simon-Pierre. On peut le dévoiler. Enfin, dans un péché mignon, quand on se voit à Québec, on mange des carbonara. Mais on se voit plus à Québec. Une autre fois. Mais on va s'arranger un rendez-vous là-dessus. Puis puisqu'on parlait de gestion de l'œuf, précisons qu'on prend du carbonara à base d'œuf, de jaune d'œuf et non pas de crème, comme la recette italienne classique le veut. Donc, on encourage nos producteurs d'œufs en même temps. Parfait. Bonne journée, Simon. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne journée. Au revoir.